Bienvenue dans les histoires d'horreur de Monsieur Mystique. On dit souvent qu'il ne se passe jamais rien dans les petites villes. Que derrière les clôtures blanches et les salutations amicales, la vie s'écoule paisiblement, où le plus grand scandale est une rumeur d'adultère et le danger le plus terrifiant un embouteillage devant le restaurant du coin. Ce soir, nous allons briser cette illusion une fois pour toutes. Vous êtes sur le point d'entendre 11 histoires vraies qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur ces paisibles bourgades américaines. Éteignez les lumières, fermez les portes à clé et préparez-vous à plonger dans 11 récits authentiques qui changeront à jamais votre regard sur ces villes tranquilles que vous traversez sans y prêter attention. Car après ce soir, vous découvrirez une vérité terrifiante. Plus la ville est tranquille, plus les cris qui résonnent dans ces ombres sont forts. Population 847 inhabitants. Millbrook, Vermont, était ce genre d'endroit où les érables bordaient la rue principale, et où l'excitation la plus grande venait de la fête annuelle des récoltes. Un lieu où les gens laissaient encore leurs portes déverrouillées et saluaient les inconnus de passage. Helena Hartwell y avait vécu toute sa vie. 34 ans de routine prévisible et de visage familier. En tant que bibliothécaire en chef, elle connaissait les habitudes de lecture de chacun, les noms des enfants de tous, et les histoires familiales remontant à des générations. Helena croyait tout savoir de son petit monde paisible. Elle avait tort. Helena vivait seule dans une maison coloniale de 2 étages, héritée de sa grand-mère. Bardeaux blancs, volets verts, et une véranda qui grinçait agréablement sous la brise du soir. Elle y était installée depuis 5 ans, habituée à ces bruits familiers. Le craquement du bois ancien, le murmure du vent dans les avant-toits, le grattement occasionnel des souris dans les murs. Mais à la fin septembre, elle commença à entendre autre chose. Des pas doux, délibérés, venant directement du plafond au-dessus de sa chambre. Au début, Helena se raisonna. Les vieilles maisons font des bruits étranges, surtout quand les températures chutent et que le bois se contracte. Peut-être des écureuils s'étaient-ils introduits dans le grenier? Elle avait déjà eu affaire à eux. Mais ces pas n'étaient pas les mouvements rapides et saccadés de petits animaux. C'étaient des enjambées mesurées, prudentes, comme celles d'un être bien plus grand, qui semblait se déplacer avec une intention précise. Les pas suivaient un schéma. Ils commençaient vers minuit, toujours au même endroit, juste au-dessus de son lit, puis se déplaçaient lentement vers l'avant de la maison. Helena restait éveillée, le cœur battant, suivant le son de cette marche méthodique au-dessus d'elle. Les pas s'arrêtaient parfois, comme si quelque chose écoutait, attendait. Puis ils reprenaient, complétant leur circuit avant de s'éteindre à nouveau. Cela dura 2 semaines. L'esprit rationnel d'Helena luttait contre une terreur grandissante. Elle se disait que c'était la maison qui s'installait, ou peut-être les tuyaux qui se dilataient. Mais au fond d'elle, dans cette partie primitive de son cerveau qui avait protégé ses ancêtres, elle savait. C'étaient des pas humains. Quelqu'un était dans son grenier. Cette réalisation aurait dû la pousser à appeler la police. Mais Helena se retrouva paralysée par une autre peur, celle d'avoir tort, de paraître folle. À Millbrook, les rumeurs se propageaient plus vite qu'un incendie de forêt. Si elle appelait le shérif Morrison en prétendant qu'un intrus vivait dans son grenier, et qu'elle s'était trompée, elle n'en finirait plus d'être la cible des moqueries. La bibliothécaire qui avait perdu la tête et entendait des intrus imaginaires. Alors, elle souffrit en silence, nuit après nuit, écoutant ces pas méthodiques au-dessus de sa tête. Les sons commencèrent à la changer. Helena, toujours ponctuelle et organisée, se mit à faire des erreurs au travail. Elle perdait le fil des conversations, oubliait de ranger les livres, sursautait au moindre bruit inattendu. Son assistante, Margaret, remarqua les cernes sous ses yeux et lui demanda si elle allait bien. Helena força un sourire et accusa des allergies saisonnières. Mais l'expression inquiète de Margaret suggérait qu'elle n'était pas tout à fait convaincue. 3 semaines après le début de son calvaire, Helena découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. Elle était dans sa chambre, ramassant du linge, quand elle remarqua un morceau de plâtre sur son oreiller. En levant les yeux, elle vit une fine fissure dans le plafond, juste au-dessus de l'endroit où elle dormait. La fissure était nouvelle, et elle s'élargissait. Quoi qu'il y ait là-haut, c'était assez lourd pour faire plier les solives du plafond. Cette nuit-là, Helena ne put se résoudre à dormir dans sa chambre. Elle s'installa sur le canapé du salon, mais même là, elle entendait les pas commencer leur parcours nocturne au-dessus d'elle. Sauf que cette fois, ils semblaient différents. Plus agités, comme si ce qui était là-haut savait qu'elle n'était pas à sa place habituelle et la cherchait. Le point de rupture survint un jeudi soir d'octobre. Helena était allongée sur le canapé, fixant le plafond et écoutant le schéma désormais familier des pas, quand elle entendit quelque chose de nouveau. Un bruit sourd, suivi d'un soupir. Pas le sifflement du vent à travers les interstices du toit, mais un soupir humain, las, frustré ou peut-être déçu.
La paralysie d'Elena se brisa. Elle attrapa son téléphone et composa le 911, la voix tremblante tandis qu'elle expliquait la situation à la dispatcherie. Le shérif Morrison arriva 20 minutes plus tard avec le député Collins. Les deux hommes arboraient cette expression de scepticisme poli qu'Elena avait vue 1000 fois dans sa petite ville. Ce regard que les gens vous lancent quand ils pensent que vous exagérez, mais qu'ils sont trop polis pour le dire directement. « Elena, tu sais, ces vieilles maisons font toutes sortes de bruit, » dit le shérif Morrison d'un ton gentil et paternaliste. La mienne craque et gémit comme un navire en pleine tempête. Mais Elena insista, et finalement, les deux officiers acceptèrent de vérifier le grenier. Ils descendirent l'échelle d'accès dans le plafond du couloir, et le shérif Morrison monta avec sa lampe torche tandis que le député Collins attendait en bas. Elena se tenait dans l'embrasure de la porte, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Le silence s'étira, interminable, avant que la voix du shérif ne descende des ténèbres, tendue par un choc qui ressemblait étrangement à de la peur. « Collins, tu dois monter tout de suite. » Ce qu'ils trouvèrent dans le grenier d'Elena entrait la petite ville de Millbrook pendant des années. Quelqu'un y vivait depuis des mois, peut-être depuis le début de l'été. Un nid avait été aménagé dans le coin le plus reculé, couverture, oreiller, et effets personnels disposés en un espace de vie de fortune. Des contenants de nourriture vides, des bouteilles d'eau, et même des toilettes de camping portatives montraient que l'intrus avait prévu un séjour prolongé. Mais ce furent les autres objets qui firent trembler les mains du shérif Morrison, tandis qu'il les cataloguait. Des dizaines de photographies d'Elena, prises à travers ses fenêtres à toute heure du jour et de la nuit. Des clichés d'elle endormie, sous la douche, dînant, lisant dans son fauteuil préféré. Les photos étaient disposées dans un ordre chronologique méticuleux, documentant ses routines quotidiennes avec une précision obsessionnelle. Il y avait aussi des carnets remplis d'observations détaillées sur ses habitudes, son emploi du temps, ses visiteurs. L'écriture était nette, méthodique et profondément dérangeante dans son détachement clinique. La découverte la plus glaçante fut une collection d'objets personnels d'Elena, disparus au fil des mois. Une brosse à cheveux, des sous-vêtements de son étendoir à linge, une tasse à café qu'elle croyait simplement égarée. Ces objets étaient disposés presque comme un hôtel, suggérant un niveau d'obsession qui allait bien au-delà du simple voyeurisme. On ne découvrit jamais qui avait vécu dans le grenier d'Elena. L'enquête révéla que l'accès s'était fait par une planche desserrée dans le toit, qui pouvait être déplacée de l'extérieur, permettant à quelqu'un d'entrer et de sortir sans être vu. Les empreintes digitales trouvées sur place ne correspondaient à personne dans le système. Et malgré les interrogatoires de tous les habitants de la ville, personne n'avait rien vu de suspect. Elena déménagea le lendemain et ne revint jamais. Elle quitta Millbrook pour de bon, acceptant un poste dans une bibliothèque de Burlington, où elle pourrait disparaître dans l'anonymat. La maison resta vide pendant 2 ans avant d'être finalement vendue à une famille venue d'un autre État, ignorant tout de ce qui s'y était passé. Mais l'histoire ne s'arrêta pas avec le départ d'Elena. 6 mois plus tard, le député Collins fut appelé pour enquêter sur un cas similaire de l'autre côté de la ville. Une femme âgée, Madame Patterson, entendait des pas dans son grenier. Cette fois encore, on trouva des preuves qu'un intrus y avait vécu, ainsi que la même documentation obsessionnelle et des objets personnels volés. Le schéma se répéta 3 fois de plus au cours de l'année suivante. À chaque fois, les victimes étaient des femmes vivant seules. À chaque fois, l'intrus avait pénétré par le toit et avait observé, documenté, volé des objets personnels pendant des mois avant d'être découvert. Et à chaque fois, quand la police arrivait, le coupable avait disparu sans laisser de traces. Le shérif Morrison prit une retraite anticipée, invoquant le stress des affaires non résolues. Le député Collins prit sa suite, mais l'enquête n'aboutit à rien. Le FBI fut appelé, mais même eux ne trouvèrent aucune piste. Qui que ce soit qui terrorisait les femmes de Millbrook semblait connaître la ville mieux que ses propres habitants, restant toujours une longueur d'avance sur la police. Elena ne parla jamais publiquement de son expérience. Mais ceux qui la connaissaient avant disaient qu'elle n'était plus la même. La bibliothécaire confiante et extravertie, qui connaissait tout le monde en ville, devint une femme nerveuse et paranoïaque, vérifiant les verrous de manière obsessionnelle et incapable de dormir sans médicaments. Elle avait appris la vérité terrifiante. La sécurité n'est qu'une illusion, et même dans les plus petites et les plus calmes des villes, le mal peut vous observer depuis l'ombre, attendant le moment parfait pour se révéler. L'affaire reste non résolue à ce jour, et les habitants de Millbrook verrouillent toujours leurs portes la nuit, jetant des regards nerveux vers leur plafond quand ils entendent des bruits inexpliqués. Et ils se demandent encore si, quelque part dans leur petite ville tranquille, quelqu'un les observe, les attend et prépare son prochain coup. Population 2,341 habitants. Cedar Falls, dans l'Iowa,
était niché au cœur des terres agricoles américaines, où les champs de maïs s'étendaient à perte de vue et où la plus grande nouvelle concernait généralement les scores de football du lycée ou la foire annuelle du comté. C'était le genre d'endroit où 3 générations de familles vivaient côte à côte, où tout le monde connaissait les affaires de son voisin et où les mystères n'existaient tout simplement pas. Du moins, c'est ce que croyait Marcus Sheen quand il accepta le poste de seul journaliste pour le Cedar Falls Gazette au printemps 2019. Fraîchement sorti de l'école de journalisme, Marcus pensait qu'il passerait son temps à couvrir des réunions du conseil municipal et des ventes de pâtisseries paroissiales. Il n'imaginait pas qu'il tomberait sur une affaire qui remettrait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la réalité elle-même. Marcus était en poste depuis exactement 6 mois quand l'appel arriva, un matin d'octobre frais. Madame Delilah Brennan, la coordinatrice officieuse du quartier, était au bout du fil, la voix tendue par l'inquiétude. La famille Kowalski n'avait pas été vue depuis 3 jours. Leurs courriers s'accumulaient. Leur voiture était toujours dans l'allée. Et, plus inquiétant encore, leur chien aboyait sans arrêt depuis le mardi soir. Dans une ville où les gens remarquaient si vous étiez en retard de 5 minutes à l'église. 3 jours de silence de la part d'une famille de 4 personnes étaient sans précédent. Marcus se rendit à la maison des Kowalski sur Maple Street, s'attendant à trouver une explication simple. Peut-être était-il parti rendre visite à des parents et avait oublié de faire suivre leur courrier. Peut-être y avait-il une urgence familiale qui avait nécessité un départ précipité. Mais en s'approchant de la modeste maison de 2 étages, avec sa pelouse parfaitement entretenue et ses volets jaunes joyeux, quelque chose clochait. Les journaux ne s'étaient pas simplement accumulés. Ils étaient éparpillés sur le porche, comme jetés là négligemment. Le chien, un golden retriever nommé Buddy, était dans le jardin arrière et aboyait avec l'intensité désespérée d'un animal en détresse. Le shérif Patricia Valdez arriva alors que Marcus prenait des notes. Une femme sans détour, dans la cinquantaine, qui maintenait la paix à Cedar Falls depuis plus de 2 décennies. Elle aborda la situation avec un scepticisme professionnel. Les Kowalski, Robert, 45 ans, sa femme Jennifer, 42 ans, et leurs filles jumelles Sarah et Emma, toutes 2 âgées de 16 ans, étaient connues comme une famille stable et prévisible. Robert travaillait à l'élévateur à grains. Jennifer enseignait en 3e année à l'école primaire, et les jumelles étaient des élèves modèles qui n'avaient jamais causé le moindre problème. Ils n'étaient pas du genre à disparaître sans prévenir. Le shérif Valdez frappa à la porte d'entrée, lançant des annonces officielles tandis que Marcus observait depuis le trottoir. Personne ne répondit. Elle essaya la poignée de la porte. Elle était verrouillée. Ils firent le tour de la maison, vérifiant les fenêtres et la porte arrière. Tout était sécurisé, exactement comme cela aurait dû l'être. Mais à travers la fenêtre de la cuisine, Marcus put voir quelque chose qui lui noua l'estomac. La table était mise pour le dîner. 4 assiettes, 4 verres, 4 jeux de couverts disposés avec la précision caractéristique de Jennifer. De la vapeur s'élevait encore d'une marmite de soupe sur la cuisinière. La nourriture était encore chaude. Dans une maison où personne n'avait été vu depuis 3 jours, le dîner était encore chaud. Le shérif Valdez appela des renforts et un serrurier. En moins d'1 heure, ils avaient accès légal à la maison. Et ce qu'ils y trouvèrent défiait toute explication logique. La soupe sur la cuisinière était effectivement chaude, comme si elle avait été préparée dans l'heure précédente. Le pain sur le comptoir était frais, encore moelleux au toucher. Le lait dans le réfrigérateur n'avait pas expiré, et le journal sur le comptoir de la cuisine était daté de ce matin même. Pourtant, personne n'avait vu un seul membre de la famille Kowalski depuis mardi. Marcus suivit le shérif à travers la maison, documentant tout avec une perplexité grandissante. Dans le salon, la télévision était allumée, réglée sur une émission diffusée 20 minutes plus tôt. La tasse de café de Robert était posée sur l'accoudoir de son fauteuil préféré, encore chaude. À l'étage, les lits étaient faits avec une précision militaire. Mais le sac à main de Jennifer était sur la commode, ses clés de voiture à côté. Les sacs à dos des jumelles étaient dans leur chambre, leurs devoirs à moitié terminés sur leur bureau. Le plus dérangeant étaient les objets personnels qui suggéraient une routine interrompue. Les lunettes de lecture de Jennifer étaient posées sur un livre ouvert, un marque-page placé précisément à la page 247. Les bottes de travail de Robert, encore boueuses après son quart à l'élévateur à grains, étaient près de la porte arrière. Les téléphones des jumelles étaient en charge sur leur table de nuit, affichant des dizaines d'appels et de messages manqués de la part d'amis inquiets. Tout indiquait une famille qui avait simplement disparu en plein milieu d'une activité, comme si elle avait été arrachée à l'existence sans avertissement. Le shérif Valdez appela la police d'État, qui arriva avec une équipe médico-légale et un sentiment croissant de malaise. Ils relevèrent des empreintes digitales, ne trouvant que celles des membres de la famille. Ils cherchèrent des signes de lutte, sans en trouver. Ils interrogèrent les voisins,
qui racontèrent tous la même histoire. Ils avaient vu la famille mardi soir vaquer à leurs occupations habituelles, puis plus rien. Pas de cris, pas de bruit de lutte, pas de véhicule entrant ou sortant dans la nuit. Marcus passa la semaine suivante à approfondir le mystère, interrogeant tous ceux qui avaient été en contact avec les Kowalski lors de leur dernier jour. Le supérieur de Robert à l'élévateur à grains affirma qu'il avait été son employé fiable habituel, arrivant à l'heure et accomplissant son travail sans se plaindre. Le directeur de Jennifer rapporta qu'elle avait planifié des leçons pour la semaine suivante et semblait parfaitement normale. Les professeurs des jumelles dirent qu'elles avaient été en classe mardi, participant aux discussions et rendant leurs devoirs. L'enquête s'étendit aux dossiers financiers, aux relevés téléphoniques et à l'activité sur les réseaux sociaux de la famille. Rien ne suggérait une raison de disparaître volontairement. Leurs comptes bancaires n'avaient pas été touchés, leurs cartes de crédit inutilisées depuis mardi. Leurs derniers appels étaient routiniers. Jennifer avait parlé à sa sœur de projet pour le week-end. Robert avait appelé son médecin pour reporter un rendez-vous. Et les jumelles avaient envoyé des messages à des amis concernant des devoirs. Au fil des jours, l'affaire attira l'attention nationale. Le FBI envoya des agents à Cedar Falls, apportant un équipement sophistiqué et une expertise dans les affaires de personnes disparues. Ils installèrent un centre de commandement dans le gymnase du lycée et menèrent des recherches exhaustives dans les terres agricoles environnantes. Des bénévoles des villes voisines se joignirent aux recherches, peignant les champs de maïs et les zones boisées avec des chiens renifleurs entraînés. Ils ne trouvèrent rien. Les médias se ruèrent sur Cedar Falls comme une nuée de sauterelles, transformant la ville tranquille en un cirque de camions de presse et de journalistes. Marcus se retrouva propulsé sous les projecteurs en tant que journaliste local ayant été le premier sur les lieux. Il donna des interviews aux chaînes nationales, insistant toujours sur les mêmes détails déconcertants. La nourriture chaude, le café frais, les routines interrompues qui suggéraient que la famille avait disparu en plein milieu de leur soirée normale. Les théories se multiplièrent de manière effrénée. Certains évoquèrent un enlèvement extraterrestre, pointant l'absence de preuves physiques et les circonstances apparemment impossibles. D'autres proposèrent une protection des témoins, spéculant que la famille avait été relocalisée par les autorités fédérales pour des raisons inconnues. La théorie la plus troublante, chuchotée dans les cafés et les sous-sols d'églises, était que quelque chose de surnaturel s'était produit, que Cedar Falls avait été touché par des forces au-delà de la compréhension humaine. Marcus enquêta sur chaque piste, aussi farfelue soit-elle. Il interrogea des chercheurs en ovnis, des agents fédéraux et des enquêteurs paranormaux. Il étudia des cas similaires à travers le pays, trouvant une poignée d'incidents partageant certaines caractéristiques, mais aucun ne correspondait exactement à la disparition des Kowalski. La nourriture chaude restait le détail qui déconcertait tout le monde. Comment une famille pouvait-elle disparaître pendant des jours alors que leur dîner restait frais? 6 mois après la disparition, le FBI réduisit son enquête. L'affaire resta ouverte, mais les recherches actives cessèrent. La maison des Kowalski resta vide, un sanctuaire pour un mystère non résolu qui avait ébranlé les fondements d'une communauté croyant tout savoir d'elle-même. Marcus continua à couvrir l'affaire, mais l'histoire évolua de l'actualité brûlante au dossier classé. De l'enquête urgente au rappel en temps, l'impact psychologique sur Cedar Falls fut profond. Des gens qui n'avaient jamais verrouillé leurs portes commencèrent à installer des systèmes de sécurité. Des parents qui laissaient leurs enfants se rendre seuls à l'école se mirent à les conduire. La certitude confortable qui définissait la vie dans une petite ville s'évapora, remplacée par la connaissance troublante que parfois, les gens disparaissent simplement sans explication. Marcus ne cessa jamais d'enquêter. Il garda des dossiers sur chaque détail, chaque interview, chaque théorie. Il corresponda avec d'autres journalistes couvrant des cas similaires, construisant un réseau de personnes obsédées par l'inexplicable. Mais au fil des ans, il commença à accepter que certains mystères ne seraient peut-être jamais résolus, que certaines questions n'auraient peut-être jamais de réponse. L'affaire Kowalski transforma Marcus, passant d'un jeune journaliste optimiste à un homme hanté par les limites de la compréhension humaine. Il avait appris que dans les petites villes où tout le monde se connaît, la vérité la plus terrifiante est que parfois, connaître tout le monde ne signifie rien du tout. Les gens peuvent disparaître de maisons verrouillées, laissant derrière eux des repas chauds et des questions sans réponse qui résonnent à travers les années comme des murmures dans une pièce vide. La maison de Maple Street fut finalement vendue à une famille venue d'un autre État, mais ils déménagèrent après 6 mois, affirmant qu'ils se sentaient observés. Elle est restée vide depuis. Un monument au jour où Cedar Falls apprit que la sécurité n'est qu'une illusion, et qu'au cœur même de l'Amérique, la réalité elle-même peut disparaître sans avertissement. Population 1,847 habitants. Harmony, dans l'Ohio, était ce genre d'endroit où l'enfance semblait éternelle et innocente, où les nuits d'été s'étiraient à l'infini. La plus grande préoccupation était de savoir si on avait fini ses devoirs avant le lundi matin.
Nichée entre des collines ondulantes et des fermes familiales, où des générations d'enfants avaient grandi en faisant du vélo dans des rues bordées d'arbres et en jouant à cache-cache, jusqu'à ce que leur mère les appelle pour le dîner. C'est ici que Rebecca Thompson, 12 ans, apprit que certains souvenirs d'enfance sont trop sombres pour être jamais vraiment oubliés. Rebecca était une fille ordinaire dans une ville ordinaire. Le genre d'enfant qui collectionnait les autocollants, adorait les chevaux et rêvait de devenir vétérinaire en grandissant. Elle avait des cheveux châtain clair que sa mère insistait pour tresser soigneusement, des taches de rousseur sur le nez qui s'assombrissaient chaque été, et un rire contagieux qui la rendait populaire parmi ses camarades de classe. Au printemps 1987, elle fut invitée à ce qui aurait dû être le point culminant de sa 6e année. Une soirée pyjama chez Melissa Crawford, la fille la plus populaire de leur classe. Melissa vivait dans l'un des plus beaux quartiers d'Harmonie, où les maisons étaient plus grandes et les pelouses mieux entretenues que dans le lotissement modeste de Rebecca. La maison des Crawford était une spacieuse résidence de style ranch avec un sous-sol aménagé qui était devenu le quartier général officieux des soirées pyjama parmi les filles populaires. Madame Crawford était connue comme la « maman cool », qui laissait les filles veiller tard, manger des cochonneries et regarder des films probablement trop matures pour leur âge. Pour Rebecca, qui était rarement invitée à de telles réunions exclusives, l'invitation ressemblait à une acceptation dans un monde qu'elle avait toujours observé de l'extérieur. La soirée pyjama était prévue pour le samedi soir, et Rebecca passa toute la semaine à se préparer. Elle acheta un nouveau pyjama avec son argent de poche, s'exerça à se coiffer comme dans les magazines pour ados, et choisit soigneusement quelle peluche emporter sans paraître trop enfantine. Sa mère, Linda, était ravie que Rebecca soit enfin acceptée par le groupe populaire et la conduisit chez les Crawford avec un sourire et des instructions pour s'amuser et être sage. La soirée commença parfaitement. 6 filles avaient été invitées, Rebecca, Melissa, Kathy Walsh, Amanda Foster, Jennifer Mills et Sarah Andry. Elles se vernirent les ongles, partagèrent des ragots sur les garçons de leur classe et mangèrent de la pizza en regardant des films dans le sous-sol. Madame Crawford venait les voir périodiquement, apportant des collations et leur rappelant de ne pas veiller trop tard, bien que son clin d'œil suggérait qu'elle ne le pensait pas vraiment. Pour Rebecca, c'était la meilleure soirée de sa vie. Elle faisait enfin partie du groupe, enfin acceptée par les filles qu'elle avait admirées de loin. Au fil de la nuit, la conversation se tourna vers des sujets plus sérieux. Les filles parlèrent de leurs peurs, de leurs crushs et de leurs rêves pour le lycée. Rebecca se surprit à s'ouvrir comme elle ne l'avait jamais fait, partageant des histoires sur sa famille et ses insécurités. Les autres filles semblaient sincèrement intéressées, posant des questions et offrant leur soutien. Pour la première fois de sa vie, Rebecca avait l'impression d'appartenir vraiment à un endroit. Vers minuit, Madame Crawford descendit une dernière fois pour leur rappeler d'aller se coucher. Les filles promirent qu'elles le feraient, mais dès qu'elles entendirent la porte de sa chambre se fermer à l'étage, elles commencèrent à planifier leur véritable aventure. Melissa avait entendu parler d'une vieille maison abandonnée à la périphérie de la ville, un endroit que les ados locaux prétendaient hanter. L'idée de s'y faufiler en douce semblait être le moyen parfait de sceller leur amitié et de créer un souvenir qu'elle partagerait pour toujours. Rebecca sentit une boule d'anxiété dans son estomac. Elle n'avait jamais fugué, jamais désobéi à ses parents de manière aussi directe. Mais les autres filles étaient si excitées, si confiantes que ce serait amusant et sans danger. Elle ne voulait pas être celle qui gâcherait l'aventure, celle qui prouverait qu'elle ne méritait pas vraiment sa place dans leur groupe. Alors, quand elles rassemblèrent silencieusement leurs chaussures et leurs vestes, Rebecca les suivit, le cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. La maison abandonnée se trouvait à 20 minutes de marche à travers des rues résidentielles tranquilles, puis le long d'une route de terre menant aux terres agricoles. Les filles chuchotaient et gloussaient en marchant, leurs lampes torchées créant des ombres dansantes sur le sol. L'air printanier était frais mais pas froid, et la lune était assez brillante pour éclairer leur chemin. Rebecca commença à se détendre, emportée par l'aventure et la camaraderie de la rébellion partagée. La maison, quand elles l'atteignirent enfin, était plus délabrée que ce qu'elles avaient imaginé. C'était une ferme de 2 étages clairement abandonnée depuis des années, avec des fenêtres brisées, des marches de porche affaissées et de la peinture qui s'écaillait sur ses bardeaux usés par le temps. Des mauvaises herbes avaient poussé autour des fondations, et la porte d'entrée pendait légèrement de travers, grinçant doucement dans la brise nocturne. Les filles se tinrent au bord de la cour, envahies par la végétation, soudain moins certaines de leur plan. Ce fut Melissa qui rompit le charme de l'hésitation, déclarant qu'elles étaient allées trop loin pour reculer maintenant. Elle marcha vers la porte d'entrée avec une bravoure exagérée, les autres filles la suivant à contre-cœur. La porte s'ouvrit avec un gémissement qui sembla anormalement fort dans le silence de la nuit, et elles entrèrent dans une maison qui sentait le moisi, la décomposition et autre chose. Quelque chose de doux et d'écœurant qui fit se retourner l'estomac de Rebecca. Elles explorèrent le rez-de-chaussée avec leurs lampes torchées, trouvant des pièces remplies de meubles abandonnés recouverts de poussière et de toiles d'araignée. La cuisine avait encore des assiettes dans l'évier,
comme si les précédents occupants étaient simplement partis au milieu d'un repas. À l'étage, elles trouvèrent des chambres avec des vêtements toujours accrochés dans les placards et des photographies de famille sur les commodes, leurs visages obscurcis par des années de poussière et de négligence. C'est dans la chambre principale qu'elles trouvèrent le premier signe qu'elles n'étaient pas seules. Sarah le remarqua la première. Un sac de couchage étalé sur le sol dans un coin, avec ce qui semblait être des emballages de nourriture récents éparpillés autour. Le sac de couchage était propre, plus neuf que tout le reste dans la maison, et il était positionné de manière à offrir une vue dégagée sur la porte de la chambre. Quelqu'un avait séjourné ici, et récemment. Les filles se serrèrent les unes contre les autres, chuchotant avec urgence sur ce qu'elles devaient faire. Rebecca voulait partir immédiatement, chaque instinct hurlant qu'elles étaient en danger. Mais Melissa insista, affirmant que c'était probablement juste un sans-abri qui ne ferait de mal à personne. Et les autres semblaient déchirées entre la peur et la curiosité. Elles décidèrent d'explorer un peu plus pour voir si elles pouvaient trouver d'autres signes d'une habitation récente. Elles n'en eurent jamais l'occasion. Alors qu'elles examinaient de plus près le sac de couchage, elles entendirent un bruit inconfondable, des pas dans l'escalier. Des pas lourds et délibérés, qui n'étaient clairement pas ceux de l'une d'entre elles. Les filles se figèrent, leurs lampes torchées créant un cercle de lumière dans l'obscurité tandis qu'elles fixaient l'embrasure de la porte de la chambre. Un homme apparut, silhouetté contre la faible lumière du couloir. Il était grand et mince, vêtu de vêtements sombres qui le faisaient se fondre dans les ombres. Son visage était obscurci, mais Rebecca put voir assez pour savoir qu'il souriait. Un sourire froid et prédateur qui glaça son sang dans ses veines. Il ne dit rien au début, se contentant de les observer avec une intensité qui semblait peser physiquement. Quand il parla enfin, sa voix était douce et conversationnelle, comme s'il saluait de vieux amis plutôt que de confronter 6 filles de 12 ans terrifiées dans une maison abandonnée au milieu de la nuit. Il leur dit de ne pas avoir peur, qu'il les avait observées explorer sa maison et qu'il était impressionné par leur bravoure. Il dit qu'il avait été seul et qu'il était heureux d'avoir des visiteurs, surtout de si jolies jeunes visiteuses. Les filles se serrèrent dans le coin, leur bravade précédente complètement évaporée. Rebecca sentit la main de Jennifer agripper la sienne si fort que ça faisait mal, et elle pouvait entendre Amanda pleurer doucement. L'homme entra dans la pièce, se déplaçant lentement et délibérément, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où fuir. Ce qui suivit entrait Rebecca pour le reste de sa vie. L'homme commença à leur parler de cette même voix douce et amicale, leur demandant leur nom et leurs âges, complimentant leurs cheveux et leurs vêtements. Il semblait particulièrement intéressé par Rebecca, commentant ses taches de rousseur et lui demandant si elle était la timide du groupe. Son attention lui donna l'impression d'avoir de l'eau glacée dans les veines, et elle se retrouva incapable de parler ou de bouger. L'homme leur dit qu'il avait un jeu auquel elles pourraient jouer, quelque chose d'amusant qui les aiderait à se détendre et à ne plus avoir si peur. Il sortit de sa poche ce qui ressemblait à une corde, expliquant que le jeu consistait à se relayer pour être attaché tandis que les autres essayaient de s'échapper. Il le présenta comme inoffensif et ludique, mais Rebecca pouvait voir l'éclat prédateur dans ses yeux et savait avec une certitude absolue que ce n'était pas un jeu. C'était Cathy qui rompit le sortilège de terreur qui les avait toutes paralysées. Elle hurla de toutes ses forces et se précipita vers la porte, bousculant l'homme avec une force désespérée. Ses cris semblèrent réveiller les autres de leur paralysie, et elles coururent toutes, poussant et trébuchant dans leur panique pour échapper à la pièce. L'homme ne les poursuivit pas immédiatement, et Rebecca se demanderait plus tard s'il avait été si confiant dans son contrôle de la situation que leur fuite soudaine l'avait pris au dépourvu. Les filles traversèrent la maison en courant, se cognant aux meubles et aux murs dans leur désespoir d'atteindre la porte d'entrée. Rebecca pouvait maintenant l'entendre derrière elle, ses pas lourds et déterminés. Plus les mouvements prudents et furtifs d'avant. Elles jaillirent de la maison et coururent dans la nuit, leurs cris résonnant à travers les terres agricoles désertes. Rebecca courut plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait, les poumons en feu et les jambes tremblantes d'épuisement et de terreur. Elle pouvait entendre les autres autour d'elle, leur respiration paniquée et leurs sanglots créant une bande-son d'horreur qui se rejouerait dans ses cauchemars pendant des années. Elles ne s'arrêtèrent de courir qu'en atteignant la route principale, où elles s'effondrèrent en tas, haletantes et en larmes. Ce n'est qu'alors que Rebecca réalisa quelque chose qui lui glaça de nouveau le sang. Elles n'étaient plus que 5. Sarah Andry avait disparu. Les filles retournèrent en courant chez les Crawford, où elles réveillèrent Madame Crawford et appelèrent la police. En quelques minutes, la maison fut remplie d'officiers, de secouristes et des parents de Rebecca, qui avaient été appelés quand la police réalisa la gravité de la situation. Les filles furent interrogées séparément, leurs récits se corroborant sur tous les points importants. Une recherche massive fut lancée immédiatement. Des voitures de police, des chiens renifleurs et des bénévoles peignèrent la zone autour de la maison abandonnée, mais ils ne trouvèrent aucune trace de Sarah ni de l'homme qui y vivait. Le sac de couchage avait disparu, ainsi que toute autre preuve d'une habitation récente. C'était comme si l'homme s'était simplement évaporé,
emportant Sarah avec lui. Le corps de Sarah fut retrouvé 3 jours plus tard dans un fossé de drainage à 8 km de la maison abandonnée. Elle avait été agressée sexuellement et étranglée, son petit corps jeté comme un déchet sur le bas-côté d'une route de campagne. L'homme ne fut jamais retrouvé, malgré une enquête approfondie impliquant la police d'État et des agents du FBI. L'affaire resta ouverte, mais au fil des années, sans nouvelles pistes, elle finit par s'estomper de l'enquête active. Rebecca ne parla jamais publiquement de cette nuit, mais ceux qui la connaissaient disaient qu'elle n'était plus la même. La fille extravertie et rieuse, si enthousiaste à propos de la soirée pyjama, devint renfermée et anxieuse, sursautant au bruit inattendu et refusant de dormir ailleurs que dans sa propre chambre. Elle suivit des années de thérapie, mais le traumatisme de cette nuit s'était gravé si profondément dans sa psyché qu'il devint une partie d'elle-même. Les autres filles survivantes gérèrent leur traumatisme de différentes manières, mais aucune n'en sortit indemne. Cathy déménagea avec sa famille l'année suivante. Amanda développa une anxiété sévère nécessitant une médication. Jennifer devint obsessionnellement concentrée sur ses études, comme si les réalisations académiques pouvaient d'une manière ou d'une autre la protéger de la randomisation du mal. Melissa, la fille populaire qui avait organisé la soirée pyjama, se blâma pour la mort de Sarah et lutta contre la dépression tout au long de son adolescence. Rebecca devint adulte et devint assistante sociale, consacrant sa vie à aider d'autres enfants ayant subi des traumatismes. Elle ne se maria jamais, n'eut jamais d'enfant. Comme si les événements de cette nuit l'avaient figée dans un état de peur enfantine perpétuelle, elle vivait toujours à Harmony, bien qu'elle évitât la partie de la ville où se dressait autrefois la maison abandonnée, avant qu'elle ne soit finalement démolie des années plus tard. L'affaire de Sarah Andry resta l'un des mystères les plus sombres d'Harmony, un rappel que le mal peut frapper n'importe où, même dans les villes les plus sûres. Les parents devinrent plus protecteurs, les soirées pyjama plus surveillées, et l'innocente liberté qui définissait l'enfance dans des endroits comme Harmony commença à s'éroder. Rebecca ne parla plus jamais de cette nuit, jusqu'à ce qu'elle entende parler de ce qui était arrivé à David Rodriguez à Pinewood, en Oregon, où le sourire d'un voisin amical cachait des secrets qui feraient paraître son cauchemar presque anodin en comparaison. Population 8,432 habitants. Pinewood, en Oregon, était le genre de paradis suburbain dont rêvent les agents immobiliers. Des rues bordées d'arbres aux noms comme Maple Grove et Cedarland, où chaque maison avait un garage pour 2 voitures et une pelouse parfaitement entretenue. Un endroit où la plus grande controverse concernait généralement les règles de l'association des propriétaires, et où l'événement le plus excitant était la fête annuelle de quartier. C'est ici que David Rodriguez apprit que les prédateurs les plus dangereux sont souvent ceux qui vous saluent de l'autre côté de la clôture chaque matin. David avait emménagé à Pinewood à l'automne 2018, cherchant exactement ce que la ville promettait: sécurité, communauté et un endroit tranquille pour élever ses 2 jeunes filles après son divorce. À 41 ans, il recommençait à zéro, travaillant comme comptable pour une entreprise de taille moyenne à Portland, tout en faisant 40 minutes de trajet chaque jour pour offrir à ses filles une enfance suburbaine qu'il n'avait jamais eue. La maison sur Birchwood Avenue était parfaite. Une modeste coloniale avec un jardin clôturé où Sophia, 8 ans, et Isabella, 6 ans, pouvaient jouer en sécurité pendant qu'il travaillait depuis son bureau à domicile. Le quartier l'accueillit avec une sorte d'enthousiasme qui fit croire à David qu'il avait fait le bon choix. Des plats mijotés apparurent sur son perron dès la première semaine, accompagnés d'invitations à des barbecues et d'offres d'aide pour tout ce dont il pourrait avoir besoin. Son voisin immédiat, Walter Kemp, était particulièrement amical. Un ancien facteur à la retraite dans la soixantaine, qui semblait avoir tout son temps pour discuter et une connaissance encyclopédique de tous les habitants de la rue, Walter était exactement ce que la distribution centrale aurait commandé pour le rôle du voisin parfait. C'était un homme à la voix douce, aux cheveux argentés et aux yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Toujours vêtu de cardigan et de pantalons repassés, lui donnant l'apparence d'un grand-père bienveillant. Il entretenait un magnifique jardin, l'envie du quartier, et était toujours prêt à prêter des outils ou à donner des conseils pour l'entretien de la maison. Quand David mentionna ses difficultés avec son système d'arrosage, Walter passa un samedi entier à l'aider à le réparer, refusant tout paiement et insistant sur le fait que les voisins s'entraident. Une amitié se développa naturellement au cours des mois suivants. Walter était souvent en train de jardiner quand David rentrait du travail, et ils discutaient par-dessus la clôture de tout, de la politique locale au meilleur restaurant de la ville. Walter semblait sincèrement intéressé par la vie de David, lui demandant des nouvelles de son travail, de ses filles et de son adaptation à la parentalité solo. Il proposa de garder les filles si David avait besoin d'une babysitter, et il avait toujours un signe de la main amicale et un sourire quand ils se croisaient dans le quartier. Les filles de David adoraient Walter, qu'elles appelaient Monsieur Walt. Il leur offrait des fleurs de son jardin et avait toujours des bonbons à la menthe dans sa poche pour elles. Quand Sophia perdit une dent, Walter lui raconta des histoires élaborées sur la petite souris qui la fit rire aux éclats pendant des heures.
Quand Isabella se blessait en tombant de son vélo, Walter était là avec des pansements et des mots doux qui séchaient ses larmes. Il semblait être la figure grand-paternelle dont les filles avaient manqué depuis le divorce. Le premier signe que quelque chose n'allait pas apparut au printemps 2019, quand David remarqua que Walter portait une attention inhabituelle à son courrier. Cela commença de manière anodine. Walter était dans son jardin quand le facteur arrivait, et il engageait la conversation sur les colis ou les lettres que David avait reçues. Mais progressivement, David commença à remarquer que Walter semblait en savoir plus sur sa correspondance que ce qu'un voisin devrait. Il posait des questions sur des factures que David n'avait pas mentionnées, ou faisait des commentaires sur des colis livrés quand Walter était censé ne pas être chez lui. David écarta d'abord son malaise croissant comme de la paranoïa, causée par le stress de la parentalité solo et son travail exigeant. Walter n'était qu'un voisin amical qui se trouvait être observateur. Mais le sentiment persista, devenant plus fort quand David réalisa que Walter semblait toujours savoir quand il allait s'absenter. Si David mentionnait un voyage d'affaires ou une visite de week-end chez son ex-femme, Walter ramenait le sujet quelques jours plus tard, demandant comment cela s'était passé et commentant à quel point la maison avait été calme pendant son absence. Le tournant eut lieu un jeudi soir de juin, quand David rentra du travail et trouva ses filles en train de jouer dans le jardin, tandis que Walter travaillait dans le sien. Rien ne semblait inhabituel au début, mais en observant depuis la fenêtre de sa cuisine, David remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Walter ne jardinait pas vraiment. Il observait ses filles avec une intensité qui semblait loin d'être grand-paternelle. Ses yeux suivaient chacun de leurs mouvements, et il y avait quelque chose dans son expression que David n'avait jamais vu auparavant, quelque chose de prédateur et de calculateur. Cette nuit-là, David ne put dormir. Il se leva à plusieurs reprises pour vérifier ses filles, s'assurant que les fenêtres de leur chambre étaient verrouillées et les rideaux tirés. Il se dit qu'il surréagissait, que Walter n'était qu'un vieil homme solitaire qui aimait regarder les enfants jouer. Mais au fond de lui, chaque instinct parental hurlait que quelque chose n'allait pas. David commença à prêter une attention plus soutenue au comportement de Walter, et ce qu'il découvrit le remplit d'une peur malade. La routine quotidienne de Walter semblait tourner autour de l'emploi du temps de sa famille. Il apparaissait dans son jardin précisément quand les filles rentraient de l'école, trouvant toujours des raisons d'être dehors quand elles jouaient dans le jardin. Il se positionnait pour avoir des lignes de vue dégagées vers leur maison. Et David commença à remarquer que la fenêtre de la chambre de Walter donnait directement sur celle des filles. L'enquête qui suivit fut quelque chose que David dut mener avec soin et discrétion. Il ne pouvait pas simplement accuser son voisin d'être un prédateur sans preuve, surtout dans une communauté soudée où Walter était bien aimé et respecté. David commença à documenter le comportement de Walter, prenant des photos de lui observant la maison et tenant un journal de ses activités. Il se mit aussi à enquêter sur son passé, utilisant ses compétences en comptabilité pour fouiller dans les registres publics et les bases de données en ligne. Ce qu'il découvrit le rendit physiquement malade. Walter Kemp n'était pas l'ancien facteur qu'il prétendait être. Son vrai nom était Walter Campé, et c'était un délinquant sexuel condamné pour attentat à la pudeur sur mineur en Californie 15 ans plus tôt. Il avait purgé 8 ans de prison avant d'être libéré sous surveillance, après quoi il avait apparemment changé de nom et déménagé en Oregon pour recommencer à zéro. Le voisin amical qui donnait des bonbons et des fleurs à ses filles était un pédophile condamné qui les observait depuis des mois. La première réaction de David fut d'appeler immédiatement la police. Mais quand il contacta les autorités locales, il découvrit les limites du système de registre des délinquants sexuels. Walter avait terminé sa période de surveillance et n'était pas tenu de s'inscrire en Oregon parce que sa condamnation datait d'avant les exigences de l'État en matière d'enregistrement. Techniquement, il ne violait aucune loi en vivant dans le quartier, même s'il avait clairement menti sur son identité et son passé. La police prit les inquiétudes de David au sérieux, mais expliqua que sans preuve de comportement criminel actuel, il y avait peu de choses qu'ils pouvaient faire au-delà d'une vérification de bien-être. Ils promirent d'augmenter les patrouilles dans le quartier et conseillèrent à David de documenter toute activité suspecte. Mais ils ne pouvaient pas arrêter Walter simplement pour être un délinquant sexuel condamné ayant changé de nom. David fit face à un choix impossible. Il pouvait affronter Walter directement, mais cela risquait d'aggraver la situation et de mettre ses filles en danger encore plus grand. Il pouvait déménager immédiatement, mais cela signifierait déraciner ses enfants de leur école et de leurs amis sans pouvoir expliquer pourquoi. Il pouvait prévenir les autres voisins, mais sans preuve concrète de méfaits actuels, il risquait d'être perçu comme un faiseur de troubles paranoïaques. La décision fut prise pour lui quand David découvrit que Walter était entré chez lui en leur absence. David avait installé un système de sécurité après avoir appris la véritable identité de Walter, et les caméras révélèrent que Walter avait utilisé une clé pour entrer par la porte arrière pendant la journée, quand David était au travail et les filles à l'école. Les images montraient Walter se déplaçant dans la maison avec une familiarité dérangeante, passant du temps dans la chambre des filles et fouillant dans leurs affaires.
La découverte la plus horrifiante fut ce que Walter faisait pendant ses visites non autorisées. Les images de surveillance le montraient prenant des photographies de la chambre des filles, de leurs vêtements et de leurs effets personnels. Il avait volé de petits objets, un ruban pour les cheveux ici, une chaussette là, des choses qui ne manqueraient pas, mais qui avaient clairement une signification pour lui. Le plus dérangeant fut que les caméras le capturèrent allongé sur les lits des filles, serrant leurs peluches et inhalant leur odeur. Cette fois, la police avait assez de preuves pour agir. Walter fut arrêté pour cambriolage et harcèlement, et une perquisition de sa maison révéla une collection de photographies et d'objets volés qui dessinaient le portrait d'une obsession qui se développait depuis des mois. L'enquête révéla aussi que la famille de David n'était pas la première cible de Walter. Il y avait des photographies et des objets appartenant à d'autres enfants du quartier, suggérant un schéma de comportement prédateur qui durait depuis son arrivée à Pinewood. L'arrestation envoya des ondes de choc à travers la communauté. Des parents qui avaient fait confiance à Walter avec leurs enfants, qui lui avaient permis de faire du babysitting et de donner des cadeaux, furent forcés de affronter la possibilité que leur confiance avait été mal placée. Plusieurs familles rapportèrent que leurs enfants avaient mentionné que Walter posait des questions inappropriées ou les mettait mal à l'aise, des détails qui avaient semblé innocents sur le moment, mais qui prenaient maintenant une signification sinistre. David déménagea sa famille hors de Pinewood dans le mois qui suivit l'arrestation de Walter, incapable de supporter de vivre dans un endroit où ses enfants avaient été traqués et violés. La maison de Birchwood Avenue resta vide pendant des mois avant d'être finalement vendue à une famille ignorant tout de ce qui s'y était passé. David ne parla jamais publiquement de son expérience. Mais ceux qui le connaissaient disaient qu'elle l'avait changé fondamentalement, le transformant d'un père de banlieue confiant en un homme voyant des menaces potentielles partout. Walter Campé fut finalement condamné à 12 ans de prison pour ses crimes, mais les dégâts infligés à la communauté de Pinewood étaient irréversibles. Le sentiment de sécurité et de confiance du quartier avait été brisé, remplacé par la méfiance et la peur. Les parents commencèrent à faire des vérifications d'antécédents sur leurs voisins, et la convivialité décontractée qui définissait la communauté céda la place à une distance prudente et des regards vigilants. L'expérience de David devint un exemple édifiant des limites du système de registre des délinquants sexuels et de la facilité avec laquelle les prédateurs peuvent se réinventer dans de nouvelles communautés. C'était un rappel que le mal ne s'annonce pas toujours avec des signes d'avertissement évidents. Parfois, il vient avec un sourire amical, une main secourable, et une poche pleine de bonbons à la menthe pour les enfants d'à côté. L'affaire mit aussi en lumière la vulnérabilité des parents célibataires et des prédateurs qui les ciblent spécifiquement, les voyant comme des proies plus faciles que les foyers à 2 parents. David pensait protéger ses filles en déménageant dans un quartier suburbain sûr, mais il les avait involontairement placées directement sur le chemin d'un prédateur qui attendait exactement ce genre d'opportunité. David crut avoir vu le pire de l'humanité. Mais rien ne le préparait à l'histoire qui émergerait de Riverside, dans le Montana, où une figure d'autorité de confiance prouverait que parfois, les personnes auxquelles on nous apprend à confier nos enfants sont celles que nous devrions le plus craindre. Population 3156 habitants. Riverside, dans le Montana, était le genre d'endroit où les matchs de football du lycée attiraient toute la ville et où tout le monde connaissait les enfants des voisins par leur prénom. Niché dans une vallée entourée de champs de blé et de ranchs de bétail, où le plus grand bâtiment était le lycée et où les figures les plus respectées étaient les enseignants, les entraîneurs et les administrateurs scolaires. C'est ici qu'Ashley Morgan, 16 ans, apprit que les adultes auxquels on nous apprend à confier nos secrets les plus profonds peuvent parfois être les prédateurs les plus dangereux de tous. Ashley était en première au lycée de Riverside, une jeune fille discrète aux cheveux auburn et aux yeux verts, qui préférait les livres aux fêtes et passait son temps libre à faire du bénévolat au refuge animalier local. Elle était le genre d'élève que les professeurs adoraient, respectueuse, travailleuse, et ne causant jamais de problème. Ses notes étaient solides, sinon exceptionnelles, et elle rêvait d'étudier la médecine vétérinaire à l'Université d'État du Montana après l'obtention de son diplôme. Elle vivait avec sa mère célibataire, Carol, qui faisait des doubles quarts au dîner local pour joindre les 2 bouts, laissant Ashley naviguer seule dans les complexités de la vie adolescente. Le conseiller d'orientation du lycée de Riverside était M. Timothy Brennan, un homme dans la quarantaine qui travaillait pour le district scolaire depuis plus d'1 décennie. Il était bien respecté dans la communauté, connu pour son dévouement à aider les élèves à naviguer dans les demandes d'admission à l'université et les problèmes personnels. M. Brennan avait un sourire chaleureux et une manière facile qui faisait que les élèves se sentaient à l'aise de s'ouvrir à lui sur leurs difficultés. Il était marié avec 2 jeunes enfants, entraînait l'équipe de débat et était actif dans son église. Pour tout le monde à Riverside, il était exactement ce qu'un conseiller scolaire devrait être, digne de confiance, attentionné et parfaitement sûr. Ashley rencontra M. Brennan pour la première fois pendant sa 2e année pour une planification académique de routine, mais leur relation s'approfondit pendant sa première année, quand sa mère fut diagnostiquée avec un cancer du sein.
Le diagnostic bouleversa le monde d'Ashley, et elle se retrouva à lutter pour maintenir ses notes tout en faisant face à la peur de perdre le seul parent qu'elle avait jamais connu. Ses professeurs remarquèrent sa détresse et lui recommandèrent de parler à M. Brennan de sa situation. Les séances de conseil commencèrent de manière tout à fait innocente. M. Brennan était compatissant et compréhensif, offrant des conseils pratiques sur la gestion du stress et mettant Ashley en contact avec des ressources pour les familles confrontées à une maladie grave. Il semblait sincèrement préoccupé par son bien-être, demandant souvent comment elle s'en sortait et l'encourageant à venir à son bureau chaque fois qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Pour Ashley, qui avait peu d'amis proches et aucun autre confident adulte, ces séances devinrent une bouée de sauvetage pendant l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Le bureau de M. Brennan était situé dans un coin tranquille de l'aile administrative de l'école, loin des couloirs principaux et des salles de classe. Il était décoré de posters motivants et de photos de famille, créant une atmosphère qui semblait sûre et professionnelle. Ashley commença à rendre visite régulièrement, parfois pendant les périodes de déjeuner ou d'études, trouvant du réconfort à voir quelqu'un qui semblait comprendre ses luttes et se soucier de son avenir. Progressivement, la nature de leur conversation commença à changer. M. Brennan se mit à poser des questions plus personnelles sur la vie familiale d'Ashley, ses relations avec les garçons et ses sentiments concernant son corps en développement. Il cadrait ces questions comme des parties normales du conseil aux adolescents, expliquant que comprendre son développement émotionnel et physique était important pour l'aider à faire face au stress. Ashley, qui n'avait aucune expérience du conseil professionnel, accepta ces explications et répondit honnêtement à ces questions. Les violations de limites s'intensifièrent lentement et subtilement. M. Brennan commença à proposer à Ashley de la raccompagner chez elle après leur séance, expliquant qu'il était inquiet de la voir marcher seule alors qu'elle traversait une période si stressante. Pendant ses trajets en voiture, il posait sa main sur son épaule ou son genou en parlant. Des gestes qui semblaient inconfortables, mais qu'Ashley rationalisait comme une préoccupation paternelle. Il se mit à lui offrir de petits cadeaux, des livres qu'il pensait qu'elle aimerait, des collations pour son déjeuner, et finalement des objets plus personnels comme des bijoux qu'il disait lui rappeler d'elle. L'aspect le plus dérangeant du comportement de M. Brennan était la manière dont il isolait Ashley des autres sources potentielles de soutien. Il la convainquit que leur relation de conseil était spéciale et confidentielle, que partager les détails de leur conversation avec d'autres violerait l'éthique professionnelle et pourrait lui causer des ennuis. Il la détourna progressivement de ses professeurs, suggérant qu'il ne comprenait pas vraiment sa situation, et la découragea de se lier d'amitié avec d'autres élèves, affirmant que les adolescents de son âge étaient trop immatures pour offrir un vrai soutien. La mère d'Ashley, affaiblie par la chimiothérapie et concentrée sur sa propre survie, ne remarqua pas les changements dans le comportement de sa fille. Ashley avait toujours été indépendante et responsable, et Carol faisait confiance à l'école pour fournir un soutien approprié pendant cette période difficile. Quand Ashley mentionna ses rencontres régulières avec M. Brennan, Carol fut reconnaissante que sa fille ait trouvé un adulte attentionné pour l'aider à traverser la crise. La situation s'aggrava dramatiquement pendant le printemps de la première année d'Ashley. M. Brennan commença à planifier leurs séances après les heures de cours, quand le bâtiment était largement vide. Il expliquait que cela leur donnerait plus d'intimité et un temps ininterrompu pour travailler sur ses problèmes. Pendant l'une de ces séances tardives, il verrouilla la porte de son bureau et dit à Ashley qu'il voulait essayer une nouvelle forme de thérapie impliquant des techniques de relaxation physique. Ce qui suivit fut un schéma d'abus sexuel qui dura des mois. M. Brennan utilisa sa position d'autorité et la vulnérabilité émotionnelle d'Ashley pour la manipuler en soumission, la convainquant que leur relation physique était une partie normale du processus de guérison. Il lui dit qu'elle était mature pour son âge et que leur connexion était spéciale, quelque chose que les autres ne comprendraient pas. Il la fit se sentir responsable de maintenir leur secret, l'avertissant que révéler leur relation détruirait sa famille et sa carrière, tout en la mettant elle-même en difficulté pour y avoir participé. La manipulation psychologique était aussi dommageable que l'abus physique. M. Brennan convainquit Ashley qu'elle était complice de leur relation, qu'elle avait d'une manière ou d'une autre initié ou encouragé son comportement. Il alternait entre la traiter comme une femme mature capable de prendre des décisions d'adulte et lui rappeler qu'elle n'était qu'une adolescente confuse ayant besoin de ses conseils. Ce fouet émotionnel laissa Ashley confuse, coupable et complètement dépendante de son approbation. L'abus continua tout au long du reste de la première année d'Ashley et pendant l'été. M. Brennan trouva des moyens de maintenir le contact même quand l'école n'était pas en session, proposant de l'aider à préparer ses demandes pour l'université et ses devoirs de lecture d'été. Il la prenait après son travail au refuge animalier, l'emmenait dans son bureau dans le bâtiment scolaire vide, et continuait le schéma d'abus qui était devenu normalisé dans l'esprit d'Ashley. Le tournant eut lieu en août, juste avant le début de la dernière année d'Ashley. M. Brennan avait intensifié ses demandes, faisant pression sur Ashley pour qu'elle le rencontre à des endroits en dehors de l'école et devenant de plus en plus possessif envers son temps et son attention. Pendant une rencontre particulièrement troublante,
Il dit à Ashley qu'il envisageait de quitter sa femme et qu'il pourrait avoir une vraie relation une fois qu'elle aurait obtenu son diplôme. La perspective que leur relation secrète devienne publique terrifia Ashley plus que l'abus lui-même, et elle commença enfin à comprendre que ce qui lui arrivait était mal. La prise de conscience par Ashley de la réalité de sa situation fut progressive et douloureuse. Elle commença à faire des recherches en ligne sur les abus sexuels, lisant les récits d'autres survivants et apprenant les tactiques que les prédateurs utilisent pour manipuler leurs victimes. Elle reconnut sa propre expérience dans ces récits et commença lentement à comprendre que M. Brennan l'avait préparé et abusé pendant plus d'1 an. La décision de signaler l'abus fut la chose la plus difficile qu'Ashley ait jamais faite. Elle avait peur que personne ne la croie, que la réputation de M. Brennan dans la communauté le protégerait, tandis qu'elle serait étiquetée comme une adolescente perturbée faisant de fausses accusations. Elle avait aussi peur de l'impact sur sa mère, qui était encore en convalescence après le traitement contre le cancer et n'avait pas besoin de stress supplémentaire. Mais la peur de continuer à subir l'abus l'emporta sur ses autres préoccupations, et Ashley trouva enfin le courage de parler à un professeur en qui elle avait confiance. L'enquête qui suivit fut approfondie et dévastatrice. Les administrateurs scolaires suspendirent immédiatement M. Brennan et contactèrent les forces de l'ordre, qui lancèrent une enquête criminelle sur les allégations d'Ashley. Le processus fut traumatique pour Ashley, qui dut raconter les détails de son abus à plusieurs reprises à différents enquêteurs, chaque récit la forçant à revivre le traumatisme qu'elle essayait d'oublier. L'enquête révéla qu'Ashley n'était pas la seule victime de M. Brennan. 2 autres anciennes élèves se manifestèrent avec des histoires similaires d'abus, décrivant un schéma de comportement qui durait depuis des années. Les preuves dessinaient le portrait d'un prédateur qui avait utilisé sa position de confiance et d'autorité pour abuser systématiquement d'élèves vulnérables, choisissant toujours des filles confrontées à des problèmes familiaux ou d'autres crises personnelles qui les rendaient particulièrement susceptibles à la manipulation. M. Brennan fut arrêté et inculpé de multiples chefs d'accusation d'abus sexuels sur mineurs et d'abus de position de confiance. L'affaire envoya des ondes de choc à travers Riverside, où de nombreux résidents eurent du mal à réconcilier l'image du conseiller attentionné qu'ils croyaient connaître avec le prédateur qu'il s'était révélé être. Certains membres de la communauté soutinrent initialement M. Brennan, trouvant difficile de croire qu'une figure aussi respectée était capable de tels crimes. Le procès fut un cirque médiatique qui transforma le traumatisme privé d'Ashley en spectacle public. Les avocats de la défense tentèrent de la dépeindre comme une adolescente perturbée qui avait initié la relation, puis fabriqué des allégations d'abus quand elle s'était terminée. Ils pointèrent les difficultés financières de sa famille et la maladie de sa mère comme preuve qu'elle cherchait de l'attention ou une compensation financière. L'interrogatoire fut brutal, Ashley étant forcée de défendre non seulement son récit de l'abus, mais aussi son caractère et ses motivations. Malgré les efforts de la défense, les preuves contre M. Brennan étaient accablantes. Le témoignage de multiples victimes, combiné aux preuves physiques et à la documentation de son comportement inapproprié, menèrent à sa condamnation sur tous les chefs d'accusation. Il fut condamné à 15 ans de prison, mais les dégâts infligés à ses victimes et à la communauté étaient irréversibles. La dernière année d'Ashley fut marquée par les procédures judiciaires en cours et les retombées sociales de sa décision de signaler l'abus. Certains camarades de classe et membres de la communauté la soutinrent pour son courage à parler, mais d'autres lui reprochèrent d'avoir détruit la vie et la carrière d'un homme respecté. Le stress du procès, combiné au traumatisme de l'abus lui-même, affecta ses performances académiques et ses projets pour l'université. L'affaire mit en lumière la vulnérabilité des élèves face aux abus de la part des figures d'autorité et l'insuffisance des garde-fous en place pour les protéger. Elle démontra aussi le traumatisme supplémentaire que subissent les victimes lorsqu'elles signalent des abus, particulièrement quand le coupable est un membre respecté de la communauté. L'expérience d'Ashley devint un catalyseur pour des changements dans les politiques scolaires concernant les interactions entre conseillers et élèves et les procédures de signalement obligatoires. Ashley obtint finalement son diplôme de lycée et étudia le travail social plutôt que la médecine vétérinaire, consacrant sa vie à aider d'autres survivants d'abus. Elle ne se remit jamais complètement du traumatisme de son expérience avec M. Brennan. Mais elle trouva un but en utilisant son histoire pour éduquer les autres sur les signes avant-coureurs du comportement prédateur et l'importance de croire les survivants quand ils trouvent le courage de parler. La communauté de Riverside fut à jamais changée par la révélation qu'une de leurs figures les plus dignes de confiance avait proie sur les enfants qu'il était censé protéger. Les parents devinrent plus vigilants quant aux interactions de leurs enfants avec les figures d'autorité, et le district scolaire mit en place de nouvelles politiques conçues pour prévenir des abus similaires. Mais les cicatrices laissées par les crimes de M. Brennan mettraient des générations à guérir, servant de rappel permanent que le mal peut se cacher derrière les façades les plus respectables. L'épreuve d'Ashley dura des mois, mais à Blackwater, en Virginie occidentale, la terreur frappa en une seule nuit quand un mystérieux client d'hôtel apporta quelque chose de bien plus dérangeant que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Population
1,234 habitants. Blackwater, en Virginie-Occidentale, était une ville que le temps semblait avoir oubliée. Nichée au cœur des montagnes des Appalaches, où l'extraction du charbon avait autrefois régné en maître, et où il ne restait plus que des souvenirs. Une ville où la rue principale se composait d'une poignée de commerces en difficulté, et où le vieux Blackwater Inn se dressait comme un monument à des jours meilleurs. L'auberge avait été construite en 1923, pendant les années prospères de la ville. Un bâtiment en briques de 3 étages aux détails victoriens ornés, qui avait autrefois accueilli des hommes d'affaires et des politiciens en déplacement. En 2020, elle servait surtout de halte pour les routiers et l'occasionnel touriste égaré, géré par Thomas Whitmore, un homme qui avait hérité à la fois du bâtiment et du fardeau de maintenir le passé en vie. Thomas avait 45 ans, un homme à la voix douce aux tempes grisonnantes, qui était revenu à Blackwater après la mort de son père pour reprendre l'affaire familiale. Il avait passé 20 ans à travailler dans la gestion hôtelière à Charleston, mais l'appel du devoir familial et l'espoir de revitaliser sa ville natale l'avaient ramené dans les montagnes. L'auberge avait connu des jours meilleurs. Le papier peint était décoloré, les tapis usés jusqu'à la corde et le système de chauffage capricieux. Mais Thomas prenait soin de préserver ce qui restait de son élégance passée. L'auberge accueillait généralement les mêmes types de clients semaine après semaine. Des routiers en long cours ayant besoin d'un lit propre et d'un repas chaud, des représentants de commerce couvrant des territoires ruraux et l'occasionnelle famille rendant visite à des parents dans la région. Thomas connaissait la plupart de ses clients réguliers par leur prénom et avait développé une routine qui maintenait la petite opération en marche malgré ses défis. Il s'occupait de la réception pendant la journée tandis que son employée à temps partiel, Madame Henderson, gérait le quart de soirée et aidait au ménage. Ce fut un mardi soir froid de novembre que l'étranger arriva. Thomas travaillait tard, rattrapant la paperasse dans le petit bureau derrière la réception, quand il entendit la clochette au-dessus de la porte d'entrée teintée. Il leva les yeux pour voir un homme grand et mince dans la cinquantaine debout dans le hall, portant un long manteau noir qui goûtait de neige fondue. L'homme avait la peau pâle, les cheveux noirs lissés en arrière avec de la brillantine, et des yeux qui semblaient absorber chaque détail de la pièce avec une intensité dérangeante. L'étranger s'approcha du comptoir avec des pas mesurés, ses chaussures en cuir coûteuse cliquetant contre le sol de marbre usé. Quand il parla, sa voix était cultivée et précise, avec un accent que Thomas ne put tout à fait situer, peut-être européen, mais filtré à travers des années de résidence américaine. Il demanda une chambre pour un séjour prolongé, expliquant qu'il menait des recherches dans la région et aurait besoin d'un hébergement pour au moins 2 semaines, peut-être plus. Thomas fut ravi d'avoir un client à long terme, surtout pendant les mois d'hiver lents où les affaires étaient particulièrement rares. L'étranger, qui s'enregistra sous le nom de Dr Heinrich Fulker, paya 2 semaines à l'avance avec des billets de $100 tout neufs, donnant un généreux pourboire et exprimant son appréciation pour le caractère authentique de l'auberge. Il demanda une chambre au 3e étage, de préférence une donnant sur l'arrière de la rue, expliquant qu'il avait besoin de calme pour son travail et qu'il était sensible au bruit. Le docteur Fulker fut attribué à la chambre 312, une suite d'angles qui avait autrefois été le meilleur hébergement de l'auberge. La chambre présentait des plafonds hauts, de grandes fenêtres et des meubles d'époque que la grand-mère de Thomas avait sélectionnés des décennies plus tôt. Elle avait aussi l'avantage d'être quelque peu isolée des autres chambres occupées, ce que Thomas pensait offrir le calme que le client avait demandé. Au cours des jours suivants, le docteur Fulker se révéla être un invité inhabituel mais apparemment inoffensif. Il gardait des horaires réguliers, quittant l'auberge chaque matin vers 9 h et revenant en fin d'après-midi avec divers colis et fournitures. Il était poli mais distant avec Thomas et le personnel, toujours courtois mais jamais engageant dans les conversations anodines qui caractérisaient la plupart des interactions avec les clients. Il prenait ses repas dans sa chambre, commandant des plats simples du menu limité de service en chambre de l'auberge, et n'utilisait jamais les espaces communs ou les salons. Ce qui frappa Thomas comme étrange était la nature des colis que recevait le docteur Fulker. Ils arrivaient quotidiennement via divers services de livraison, certains petits et légers, d'autres grands et assez lourds pour nécessiter de l'aide pour les monter dans sa chambre. Quand Thomas offrit son aide, le docteur Fulker la déclina poliment, insistant sur le fait qu'il pouvait gérer seul. Les colis portaient des adresses de retour de fournisseurs médicaux, d'antiquaires et de fabricants spécialisés que Thomas ne reconnaissait pas. Les bruits provenant de la chambre 312 commencèrent à préoccuper Thomas. Après la première semaine, pendant la journée, quand le docteur Fulker était censé être dehors en train de mener ses recherches, Thomas pouvait entendre ce qui ressemblait à des travaux de construction ou d'assemblage provenant de la chambre. Il y avait des sons rythmiques de marteaux, le vrombissement d'outils électriques et le grattement occasionnel d'objets lourds déplacés sur le sol. Quand Thomas mentionna le bruit au docteur Fulker, l'homme expliqua qu'il installait un équipement spécialisé pour ses recherches et s'excusa pour toute perturbation. Madame Henderson, qui faisait le ménage des chambres pendant la journée, rapporta que le docteur Fulker avait spécifiquement demandé que le service de ménage n'entre pas dans sa chambre. Il avait accroché un panneau « Ne pas déranger » qui restait constamment en place,
et il avait poliment, mais fermement, décliné toutes les offres de services de nettoyage. Ce n'était pas entièrement inhabituel. Certains clients préféraient la vie privée. Mais combiné aux colis mystérieux et aux sons étranges, cela commença à créer une atmosphère de malaise. La situation s'aggrava un jeudi soir pendant la 2e semaine du docteur Fulker à l'auberge. Thomas travaillait tard à nouveau, examinant les comptes mensuels, quand il entendit ce qui ressemblait à un grand fracas provenant du 3e étage. Le bruit fut suivi d'une série de chocs et de ce qui aurait pu être des cris, bien que les mots fussent indistincts. Thomas attendit plusieurs minutes, écoutant d'autres sons ou que le docteur Fulker appelle la réception pour demander de l'aide, mais le bâtiment retomba dans le silence. Inquiet des éventuels dégâts à la chambre ou d'une blessure à son client, Thomas monta les escaliers jusqu'au 3e étage et frappa à la porte de la chambre 312. Il n'eut pas de réponse, bien qu'il pût voir de la lumière sous la porte et entendre ce qui semblait être de la musique classique jouant doucement à l'intérieur. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois, et appela pour demander si tout allait bien. Après plusieurs minutes, la voix du docteur Fulker traversa la porte, assurant à Thomas que tout allait bien et qu'il avait simplement fait tomber de l'équipement. Thomas retourna à son bureau, mais l'incident le laissa avec un sentiment de malaise. Le fracas avait été assez fort pour réveiller d'autres clients, et l'explication de l'équipement tombé ne semblait pas adéquate pour rendre compte du bruit. Il prit note de vérifier soigneusement la chambre quand le docteur Fulker partirait finalement, inquiet des éventuels dégâts qui pourraient ne pas être immédiatement visibles. La découverte eut lieu 3 jours plus tard, un dimanche matin, quand le docteur Fulker ne se présenta pas à son heure de départ habituelle. Thomas avait remarqué que la voiture du client était toujours sur le parking bien après-midi, et qu'aucun bruit ne provenait de la chambre 312 depuis la veille au soir. Inquiet que le docteur Fulker puisse être malade ou blessé, Thomas utilisa sa clé passe-partout pour entrer dans la chambre pour une vérification de bien-être. Ce que Thomas trouva dans la chambre 312 le hanterait pour le reste de sa vie. Le docteur Fulker avait utilisé les colis qu'il recevait pour construire une guillotine élaborée et fonctionnelle au centre de la pièce. L'appareil était construit avec une attention méticuleuse aux détails historiques, présentant un cadre en bois lourd, une lame précisément lestée et un mécanisme qui semblait être en parfait état de marche. Les meubles antiques avaient été poussés sur le côté pour faire de la place à la construction, et les murs étaient couverts de documents historiques et de diagrammes relatifs à la Révolution française et aux méthodes d'exécution. Le docteur Fulker lui-même fut trouvé sous la lame de sa création, décapité par l'appareil qu'il avait passé 2 semaines à assembler. La scène était disposée avec une précision dérangeante. Son corps était positionné exactement comme il aurait été lors d'une exécution historique, et il n'y avait aucun signe de lutte ou d'accident. Un journal détaillé trouvé sur le bureau de la chambre révéla que le docteur Fulker avait planifié son suicide pendant des mois, recherchant des méthodes d'exécution historique et cherchant ce qu'il décrivait comme une mort authentique et honorable. Les entrées du journal dessinaient le portrait d'un homme rongé par la culpabilité pour des actions passées non spécifiées et convaincu que seule la mort par guillotine pouvait fournir l'expiation qu'il recherchait. Il avait choisi le Blackwater Inn spécifiquement en raison de son isolement et de la probabilité que ses activités passeraient inaperçues jusqu'après sa mort. Les entrées révélaient aussi que le docteur Fulker n'était pas son vrai nom. Il s'appelait en réalité docteur Heinrich Fulmé, un ancien professeur d'université qui avait été démis de ses fonctions après des allégations de fraude académique et de mauvaise conduite. L'enquête qui suivit attira une attention indésirable sur la petite ville de Blackwater et l'auberge en difficulté. La police, les coronaires et les médias se ruèrent sur la communauté montagneuse tranquille, transformant l'entreprise de Thomas en une scène de crime et une source de curiosité morbide. L'histoire du professeur qui avait construit une guillotine dans une chambre d'hôtel capta l'attention nationale, les médias se concentrant sur la nature bizarre du suicide et l'exactitude historique de l'appareil qu'il avait construit. L'impact psychologique sur Thomas fut sévère et durable. Il avait découvert la scène lui-même, et l'image du corps sans tête du docteur Fulmé sous la lame de la guillotine était gravée dans sa mémoire. Le processus de nettoyage fut extensif et traumatique, nécessitant des services spécialisés pour enlever non seulement le corps, mais aussi la guillotine elle-même, qui dut être démontée pièce par pièce. La chambre dut être entièrement rénovée, avec de nouveaux sols, du papier peint, et même des réparations structurelles pour traiter les dégâts causés par la construction de l'appareil. L'incident mit effectivement fin aux espoirs de Thomas de revitaliser le Blackwater Inn. L'histoire du suicide par guillotine devint définitivement associée à l'hôtel, et les réservations chutèrent dramatiquement à mesure que la nouvelle se répandit dans la communauté serrée des voyageurs qui fréquentaient de tels établissements. Thomas lutta pour maintenir les opérations pendant une autre année, mais la combinaison de revenus réduits et de son propre traumatisme psychologique le forcèrent finalement à fermer l'auberge de manière permanente. Le bâtiment resta vide pendant plusieurs années avant d'être acheté par un promoteur qui prévoyait de le convertir en appartement. Cependant, le projet fut abandonné quand les ouvriers rapportèrent se sentir mal à l'aise dans le bâtiment, particulièrement au 3e étage où se trouvait la chambre 312.
Les résidents locaux commencèrent à éviter le bâtiment, affirmant entendre des bruits de travaux de construction provenant de la structure vide la nuit. Thomas quitta Blackwater peu après la fermeture de l'auberge, incapable de continuer à vivre dans un endroit qui abritait de tels souvenirs traumatiques. Il ne travailla plus jamais dans l'hôtellerie, trouvant un emploi dans un domaine sans rapport où il pouvait éviter les rappels constants de son expérience avec le docteur Fulker. L'incident lui avait appris que même les interactions commerciales les plus ordinaires pouvaient dissimuler des ténèbres inimaginables, et que parfois, les clients les plus polis et les mieux élevés sont ceux qui abritent les secrets les plus dérangeants. L'affaire devint un sujet d'étude pour les psychologues et les criminologues intéressés par les méthodes de suicide élaborées et la psychologie des individus qui planifient leur mort avec une telle attention méticuleuse aux détails. Le journal du docteur Fulker offrit un aperçu de l'esprit de quelqu'un consumé par la culpabilité et convaincu que seule une forme de mort historiquement significative pouvait fournir une punition adéquate pour ses péchés perçus. Les habitants de Blackwater furent laissés à se démener avec la connaissance que leur petite ville montagneuse, tranquille, avait été choisie comme le site d'un acte aussi bizarre et dérangeant. L'incident renforça l'isolement et le déclin économique qui avait affligé la communauté pendant des années, ajoutant une couche de notoriété qui rendait encore plus difficile l'attraction de nouvelles entreprises ou de résidents. Le nettoyage prit des semaines, mais les cicatrices psychologiques dans la ville suivante durèrent des générations, alors que les habitants de Willowbrook, dans le Kentucky, étaient sur le point de découvrir que certains secrets de famille sont trop sombres pour être jamais vraiment enterrés. Population 2847 habitants. Willowbrook, dans le Kentucky, était une ville où les noms de famille avaient du poids et où l'histoire s'étendait à travers les générations comme des racines dans un sol fertile. Une population de 2847 habitants, où les mêmes patronymes apparaissaient sur les boîtes aux lettres à travers la vallée, et où tout le monde savait quelle famille avait établi quelle ferme en premier. Les collines ondulantes étaient parsemées de fermes centenaires, et le cimetière local racontait l'histoire de lignées qui s'étaient entrelacées depuis plus de 200 ans. C'est ici que Sarah Mitchell, 29 ans, apprit que certains héritages familiaux sont trop horribles pour être revendiqués. Sarah avait toujours été fascinée par la généalogie, passant ses week-ends à retracer les arbres généalogiques et ses soirées à étudier les registres historiques dans le sous-sol de la bibliothèque publique de Willowbrook. En tant que chercheuse indépendante spécialisée dans les histoires familiales pour des clients à travers le pays, elle s'était forgée une réputation pour découvrir des connexions que les autres manquaient et pour redonner vie à des ancêtres oubliés grâce à une documentation méticuleuse. Sa propre histoire familiale avait toujours été une source de fierté. Les Mitchell faisaient partie des premiers colons de la vallée, établissant une ferme qui était restée dans la famille pendant 6 générations. L'intérêt de Sarah pour sa propre lignée s'intensifia après la mort de sa grand-mère au printemps 2021. En nettoyant la vieille ferme où sa grand-mère avait vécu seule pendant la dernière décennie, Sarah découvrit une collection de documents et de photographies qui avaient été stockés dans un coffre dans le grenier. Les papiers incluaient des actes de propriété, des certificats de mariage et une correspondance datant des années 1800, fournissant un trésor d'informations sur ses ancêtres qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Parmi les documents se trouvait un journal en cuir qui avait appartenu à son arrière-arrière-grand-père, Ezekiel Mitchell, qui possédait la ferme familiale à la fin des années 1800. Les premières entrées du journal étaient des comptes rendus routiniers de la vie à la ferme. Observations météorologiques, rendement des récoltes et registres d'achat et de vente de bétail. Mais à mesure que Sarah lisait plus profondément dans le journal, elle commença à trouver des entrées qui la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Ézéchiel avait apparemment employé une série d'ouvriers agricoles au fil des ans, des hommes qui travaillaient la terre en échange du gîte et du couvert. Les entrées du journal sur ces travailleurs commencèrent de manière assez normale, avec des notes sur leur performance au travail et leur caractère. Mais progressivement, le ton des entrées changea, devenant plus critique et finalement ouvertement hostile. Ézéchiel écrivait sur les travailleurs avec un mépris croissant, les décrivant comme paresseux, malhonnêtes et indignes de sa générosité. Les entrées devinrent de plus en plus dérangeantes à mesure que Sarah continuait sa lecture. Ézéchiel commença à documenter ce qu'il appelait des mesures disciplinaires qu'il avait prises contre les travailleurs qu'il avait mécontentés. Ces punitions commencèrent par des retenues sur salaire et des affectations de travail supplémentaires, mais elles escaladèrent en violences physiques et en tourments psychologiques. Le journal décrivait des passages à tabac, du travail forcé dans des conditions dangereuses, et la rétention délibérée de nourriture et de soins médicaux. Sarah essaya d'abord de rationaliser ce qu'elle lisait, se disant que le traitement dur des travailleurs était malheureusement courant à cette époque et que son ancêtre était simplement un produit de son temps. Mais à mesure qu'elle continuait à travers le journal, elle trouva des entrées qui allaient bien au-delà de l'exploitation typique des ouvriers. Ézéchiel avait commencé à voir ses ouvriers agricoles comme moins qu'humains, se référant à eux comme des spécimens et des sujets dans son écriture de plus en plus erratique. La découverte la plus horrifiante vint dans les dernières entrées du journal, écrites pendant l'hiver 1887.
Ézéchiel était apparemment devenu convaincu que ses ouvriers complotaient contre lui et avait décidé de prendre des mesures préventives. Les entrées décrivaient une campagne systématique de meurtres qui avait eu lieu sur plusieurs mois, Ézéchiel tuant ses ouvriers un par un et se débarrassant de leurs corps à divers endroits autour de la ferme. Les entrées du journal étaient détaillées et méthodiques, décrivant non seulement les meurtres eux-mêmes, mais aussi les pensées et les sentiments d'Ézéchiel sur chaque meurtre. Il écrivait sur la satisfaction qu'il ressentait en nettoyant sa propriété de ce qu'il voyait comme des êtres inférieurs, et il exprimait de la fierté dans sa capacité à faire paraître les morts comme des accidents ou à faire disparaître les victimes sans laisser de traces. La dernière entrée, datée du 14 février 1888, mentionnait qu'il avait complété la purification et que la ferme était maintenant propre et digne. Les mains de Sarah tremblèrent alors qu'elle lisait ces dernières entrées, son esprit luttant pour traiter les implications de ce qu'elle avait découvert. Son arrière-arrière-grand-père n'avait pas simplement été un employeur dur. Il avait été un tueur en série qui avait assassiné un nombre inconnu d'hommes ayant travaillé sur ces terres. La découverte plongea Sarah dans une spirale de recherche et d'investigation qui consuma sa vie pendant les mois suivants. Elle commença à fouiller les registres historiques, cherchant toute preuve qui pourrait corroborer ou contredire ce qu'elle avait trouvé dans le journal. Elle étudia les archives de journaux des années 1880, cherchant des rapports de personnes disparues ou de morts inexpliquées dans la région. Elle examina les registres fonciers et les données de recensement, essayant d'identifier les hommes qui avaient travaillé pour Ézéchiel et de déterminer ce qui leur était arrivé. Ce que Sarah trouva confirma ses pires craintes. Les registres historiques montraient un schéma d'hommes ayant travaillé pour Ézéchiel Mitchell, puis simplement disparus sans explication. Ce n'étaient pas des vagabonds ou des travailleurs itinérants qui auraient pu passer à d'autres opportunités. C'étaient des hommes locaux avec des familles et des connexions dans la communauté qui avaient disparu sans dire au revoir à leurs proches ou récupérer les salaires qui leur étaient dus. Les archives de journaux révélèrent plusieurs articles sur des ouvriers agricoles disparus dans la région pendant les années 1880, bien qu'aucun ne connectât directement les disparitions à Ézéchiel Mitchell. Les articles décrivaient des familles inquiètes cherchant des fils et des maris disparus, et mentionnaient la frustration des autorités locales incapables de trouver la moindre trace des hommes disparus. En lisant ces comptes rendus, Sarah réalisa que son ancêtre n'avait pas seulement détruit des vies individuelles, mais des familles entières qui avaient été laissées à se demander ce qui était arrivé à leurs proches. L'enquête de Sarah révéla aussi que les disparitions avaient cessé abruptement au début de 1888, coïncidant avec la dernière entrée dans le journal d'Ézéchiel. Les registres historiques montraient qu'Ézéchiel lui-même était mort en mars de cette année-là, apparemment d'une maladie soudaine qui l'avait emporté en quelques jours. Certains comptes rendus suggéraient que sa mort avait été inattendue et quelque peu mystérieuse, avec des symptômes qui ne correspondaient à aucune maladie connue. Plus Sarah en apprenait sur les crimes de son ancêtre, plus elle commença à comprendre l'impact qu'ils avaient eu sur la communauté locale. Les disparitions avaient créé une atmosphère de peur et de suspicion qui avait persisté pendant des années, les familles réticentes à envoyer leurs fils travailler dans des fermes isolées et les ouvriers exigeant des salaires plus élevés pour compenser les risques perçus. La famille Mitchell avait apparemment été vue avec suspicion par certains membres de la communauté, bien que les raisons spécifiques aient été perdues avec le temps. Sarah fit face à une décision déchirante sur ce qu'il fallait faire de sa découverte. Le journal fournissait des preuves de crimes commis il y a plus de 130 ans, bien au-delà de toute prescription et impliquant des personnes depuis longtemps décédées. Mais les familles des victimes pouvaient encore avoir des descendants dans la région, des personnes ayant grandi en se demandant ce qui était arrivé à leurs ancêtres et méritant de connaître la vérité. La décision fut compliquée par l'impact potentiel sur la réputation et la position de sa propre famille dans la communauté. Le nom Mitchell était encore respecté à Willowbrook, et les parents de Sarah incluaient des propriétaires d'entreprises en vue, des enseignants et des dirigeants communautaires qui seraient dévastés par la révélation des crimes de leurs ancêtres. Sarah s'inquiétait aussi de l'impact sur les propriétaires actuels de la ferme familiale, qui avaient acheté la propriété à ses parents et n'avaient aucun lien avec son histoire sombre. Après des mois de lutte intérieure, Sarah décida que la vérité devait être révélée, quel qu'en soit le coût personnel. Elle contacta la société historique locale et arrangea de donner le journal d'Ézéchiel et ses découvertes de recherche à leurs archives. Elle contacta aussi des sociétés généalogiques et des chercheurs historiques qui pourraient aider à identifier les descendants des victimes et leur fournir une clôture sur le sort de leurs ancêtres. La révélation des crimes d'Ézéchiel Mitchell envoya des ondes de choc à travers la communauté de Willowbrook. L'histoire fut reprise par les journaux régionaux et finit par attirer l'attention nationale comme exemple de la manière dont la recherche généalogique peut découvrir des secrets sombres du passé. La famille Mitchell fut forcée de affronter la réalité que leur ancêtre avait été un meurtrier, et plusieurs membres de la famille Luther avec des sentiments de culpabilité et de honte malgré n'avoir aucun lien personnel avec les crimes. La découverte eut aussi un impact profond sur la compréhension qu'avait la communauté locale de sa propre histoire. Les disparitions qui avaient été mystérieuses pendant plus d'un siècle avaient soudain une explication,
Et les familles qui s'étaient interrogées sur des ancêtres disparus avaient enfin des réponses. Certains descendants des victimes exprimèrent leur gratitude à Sarah pour son courage à révéler la vérité, tandis que d'autres luttèrent avec une connaissance douloureuse de la manière dont leurs ancêtres étaient morts. L'expérience de Sarah changea fondamentalement sa relation avec la généalogie et l'histoire familiale. Elle continua son travail de recherche, mais elle l'aborda avec une nouvelle compréhension du potentiel des secrets familiaux à être bien plus sombre que quiconque pourrait l'imaginer. Elle devint une avocate de la transparence dans la recherche historique, argumentant que la vérité sur le passé, aussi inconfortable soit-elle, était préférable à la perpétuation de mensonges et de dissimulations. La ferme Mitchell elle-même devint un site de curiosité morbide, avec des historiens amateurs et des passionnés de true crime faisant des pèlerinages pour voir l'endroit où les meurtres avaient eu lieu. Les propriétaires actuels finirent par vendre la propriété et déménagèrent, incapables de faire face à l'attention constante et à la connaissance de ce qui s'était passé sur leur terre. La ferme fut finalement achetée par un promoteur qui prévoyait de la lotir pour des logements. Mais le projet fut abandonné quand les acheteurs potentiels apprirent l'histoire de la propriété. Sarah quitta Willowbrook peu après avoir rendu publique sa découverte, trouvant impossible de continuer à vivre dans une communauté où son nom de famille était devenu synonyme d'horreur historique. Elle déménagea dans une ville où elle pouvait travailler anonymement et où son passé ne la suivrait pas. Mais elle n'oublia jamais la leçon qu'elle avait apprise sur les dangers de la fierté familiale et l'importance d'affronter les vérités inconfortables sur le passé. L'affaire devint un sujet d'étude pour les historiens et les criminologues intéressés par les tueurs en série historiques et les manières dont les crimes du passé peuvent continuer à affecter les communautés des générations plus tard. Le journal d'Ezekiel Mitchell fut préservé comme un document historique, servant de preuve de la capacité du mal à exister même chez les individus semblant les plus ordinaires, et de l'importance de se souvenir des victimes dont les histoires pourraient autrement être perdues dans le temps. Le sang de Sarah portait des ténèbres. Mais à Oakville, au Texas, le mal portait un insigne, et la justice devint juste un autre mot pour les puissants protégeant-les. Population 4,521 habitants. Oakville, au Texas, était une ville où les lumières du vendredi soir du football du lycée éclairaient bien plus que le terrain. Elle projetait de longues ombres sur une communauté où le pouvoir et la corruption étaient devenus aussi traditionnels que les défilés de la rentrée. Une ville où l'argent du pétrole avait construit des manoirs d'un côté de la ville, tandis que des parcs de maisons mobiles abritaient ceux qui servaient les riches, et où l'insigne du shérif pesait plus lourd que la justice elle-même. C'est ici que Maria Santos, 17 ans, apprit que parfois, les personnes assermentées pour protéger et servir sont précisément celles dont vous avez besoin d'être protégées. Maria vivait du côté et d'Oakville avec ses parents et son jeune frère dans une modeste maison que son père, Miguel, avait achetée avec les économies de 20 ans de travail à la raffinerie locale. La famille Santos avait déménagé du Texas d'El Paso à Oakville quand Maria avait 10 ans, cherchant de meilleures opportunités et un environnement plus sûr pour leurs enfants. Miguel faisait des doubles quarts pour se permettre une maison dans ce qu'il croyait être un bon quartier, tandis que la mère de Maria, Carmen, nettoyait les maisons des familles riches du côté ouest de la ville. Maria était en dernière année au lycée d'Oakville. Une élève modèle qui avait obtenu une bourse partielle pour étudier les soins infirmiers à l'Université du Texas. Elle était connue pour sa détermination silencieuse et sa loyauté féroce envers sa famille, travaillant à temps partiel dans un dîner local pour aider aux dépenses du foyer tout en maintenant une moyenne de 3,8. Son jeune frère, Carlos, avait 15 ans et voyait Maria comme une sœur et un modèle, cherchant souvent ses conseils sur l'école et les amis. La famille Santos savait toujours enseigner à leurs enfants de respecter l'autorité et de faire confiance aux forces de l'ordre, des valeurs qui leur avaient été inculquées par leur foi catholique et leur expérience d'immigrants. Quand Maria commença à sortir avec Jake Morrison, le fils du shérif Robert Morrison, ses parents furent initialement ravis qu'elle soit impliquée avec un garçon d'une famille aussi éminente. Jake avait 18 ans, un athlète vedette qui devait recevoir une bourse de football à Texas A&M. Et il venait d'une famille qui faisait partie de la structure de pouvoir d'Oakville depuis 3 générations. La relation entre Maria et Jake commença pendant leur année de première et semblait être une romance de lycée typique. Jake était charmant et populaire, et sortir avec lui élevait le statut social de Maria à l'école. Il était attentionné et généreux, l'emmenant dans des restaurants chers et lui offrant des cadeaux que sa famille ne pouvait jamais se permettre. Les parents de Maria furent impressionnés par les manières polies de Jake et son respect apparent pour leur fille, et ils l'accueillirent dans leur maison avec la chaleur qui caractérisait l'approche de leur famille aux relations. Les premiers signes de problème apparurent pendant le printemps de leur dernière année, quand le comportement de Jake commença à changer de manière subtile mais préoccupante. Il devint de plus en plus possessif envers le temps de Maria, exigeant de savoir où elle allait et avec qui elle était quand ils n'étaient pas ensemble. Il commença à la décourager de passer du temps avec ses amis, affirmant qu'elles étaient jalouses de leur relation et essayaient de causer des problèmes entre eux.
La possessivité de Jake escalada en un comportement contrôlant que Maria interpréta d'abord comme une dévotion romantique. Il apparaissait de manière inattendue sur son lieu de travail, prétendant vouloir la surprendre, mais vérifiant en réalité qu'elle était bien là où elle avait dit qu'elle serait. Il commença à fouiller dans son téléphone et à exiger des explications pour les messages textes de camarades masculins, même quand les communications étaient clairement liées à des projets scolaires ou à des horaires de travail. La situation devint plus sérieuse quand Maria commença à faire des projets pour l'université. Elle avait été acceptée à l'Université du Texas avec sa bourse partielle, et elle était enthousiaste à l'idée de poursuivre son rêve de devenir infirmière. Mais Jake devint de plus en plus contrarié par ses projets universitaires, argumentant qu'elle devrait rester à Oakville et fréquenter le collège communautaire local afin qu'ils puissent rester ensemble. Il commença à faire pression sur elle pour qu'elle renonce à sa bourse et à ses rêves, affirmant que leur relation était plus importante que son éducation. Les parents de Maria remarquèrent le changement dans le comportement de leur fille et essayèrent d'en discuter avec elle. Carmen observa que Maria semblait anxieuse et renfermée, vérifiant constamment son téléphone et paraissant nerveuse quand Jake était dans les parages. Miguel remarqua que Jake était devenu plus exigeant et moins respectueux pendant ses visites à leur domicile, traitant Maria plus comme une propriété que comme une petite amie. Mais quand ils essayèrent d'exprimer leurs préoccupations, Maria défendit Jake et insista sur le fait qu'il ne comprenait pas les pressions auxquelles il était confronté en tant qu'athlète de dernière année. Le point de rupture survint à la fin mai, quelques semaines avant l'obtention du diplôme, quand Maria trouva enfin le courage de mettre fin à la relation. Elle avait réalisé que le comportement de Jake devenait de plus en plus malsain et qu'elle ne pouvait pas sacrifier son avenir pour quelqu'un qui ne respectait pas son autonomie. La conversation eut lieu dans la voiture de Jake après un événement scolaire. Maria essaya d'être douce, mais ferme en expliquant qu'ils voulaient des choses différentes et qu'il serait préférable pour eux deux de mettre fin à la relation. La réaction de Jake fut explosive et terrifiante. Il devint enragé, hurlant sur Maria et la traitant d'ingrate pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Il l'accusa d'utiliser son statut familial et son argent, et fit des menaces sur ce qui lui arriverait si elle essayait de le quitter. Quand Maria insista sur le fait que la relation était terminée et lui demanda de la ramener chez elle, la colère de Jake devint violente. Il la saisit par les bras, la secouant et lui disant que personne ne le quittait, surtout pas quelqu'un de son milieu. Maria parvint à s'échapper de la voiture et rentra en courant chez elle. Mais les menaces de Jake continuèrent par des appels téléphoniques et des messages textes. Il alternait entre des excuses et des promesses de changer et des menaces de plus en plus troublantes sur ce qui lui ferait, à elle et à sa famille, si elle ne le reprenait pas. Maria était terrifiée mais se sentait piégée, sachant que le père de Jake était le shérif et que la famille Morrison avait une influence significative dans la communauté. Le harcèlement continua pendant plusieurs jours, Jake suivant Maria au travail et à l'école, laissant des messages menaçants et apparaissant même chez elle quand ses parents n'étaient pas là. Maria décida finalement de signaler les menaces à la police, croyant que même si le père de Jake était le shérif, il y aurait d'autres officiers qui prendraient sa plainte au sérieux et aideraient à protéger sa famille. Ce qu'elle découvrit fut un système qui la trahit à chaque tournant. Quand elle se rendit au poste de police pour déposer sa plainte, elle fut accueillie avec un scepticisme poli. Les officiers qui prirent sa déclaration semblaient plus préoccupés par le fait de ne pas offenser la famille Morrison que par celui de protéger Maria. Ils notèrent ses allégations, mais lui dirent qu'il y avait peu de choses qu'ils pouvaient faire sans preuve tangible des menaces. Maria fut informée que Jake avait nié toute mauvaise conduite et que sans témoin ou preuves physiques, il serait difficile de poursuivre. On lui conseilla de ne plus provoquer Jake et d'éviter les situations qui pourraient escalader le conflit. Le message était clair. Dans Oakville, le nom Morrison était intouchable, et Maria était seule. Les jours suivants furent les plus terrifiants de la vie de Maria. Jake intensifia son harcèlement, apparaissant à des endroits inattendus et utilisant sa connaissance de ses habitudes pour la surprendre. Il commença à menacer non seulement Maria, mais aussi sa famille, disant qu'il savait où vivait son frère et à quelle école il allait. Les parents de Maria, réalisant la gravité de la situation, essayèrent de contacter le shérif Morrison directement. Mais leurs appels furent ignorés ou détournés vers des subalternes qui promirent d'enquêter mais ne firent rien. La nuit du bal de fin d'année devint le point culminant de l'ordeal de Maria. Jake l'avait harcelée toute la journée avec des messages lui disant qu'il l'attendrait à la sortie de l'événement et qu'elle lui appartenait. Quand Maria quitta le bal avec ses amis, elle vit Jake garé de l'autre côté de la rue, son visage visible même dans l'obscurité grâce aux lumières du parking. Ses amis la supplièrent d'appeler la police ou de rentrer chez elle avec elle, mais Maria, terrifiée à l'idée que Jake les suive, insista pour qu'elle parte sans elle. Ce qui suivit fut un cauchemar qui changerait à jamais la vie de Maria et de sa famille. Jake l'attrapa alors qu'elle marchait vers sa voiture, la traînant de force dans la sienne. Ce qui se passa ensuite ne fut jamais clairement établi, mais les preuves médicales et les témoignages ultérieurs peignirent une image d'une violence et d'une brutalité qui choquèrent même la communauté endurcie d'Oakville. Maria fut retrouvée le lendemain matin par un livreur,
gisant inconsciente près d'un champ à la périphérie de la ville. Elle avait été battue si sévèrement qu'elle fut initialement méconnaissable. Les médecins qui la traitèrent dirent plus tard qu'elle avait été violée et étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis abandonnée pour mourir. Seul un coup de chance, un changement de température qui l'avait réveillée de son coma induit par le froid, lui sauva la vie. L'impact sur la famille Santos fut immédiat et dévastateur. Carmen, déjà fragile à cause des années de travail physique, subit une crise nerveuse et dut être hospitalisée. Miguel, consumé par la rage et l'impuissance, quitta son emploi à la raffinerie et passa ses journées à errer dans les rues d'Oakville, cherchant une confrontation avec Jake ou son père. Le frère de Maria, Carlos, autrefois un adolescent insouciant, devint méfiant et colérique, refusant de retourner à l'école et passant ses nuits à monter la garde devant la maison de la famille avec un couteau de chasse. Pour Maria, les conséquences furent à la fois physiques et psychologiques. Elle passa des semaines à l'hôpital, subissant plusieurs chirurgies pour réparer les dégâts causés par l'agression. Les cicatrices physiques guériraient avec le temps, mais les cicatrices émotionnelles étaient bien plus profondes. Elle développa un trouble de stress post-traumatique qui la faisait sursauter au moindre bruit, et des cauchemars si vifs qu'elle refusait de dormir sans lumière allumée. Le pire fut peut-être la réaction de la communauté. Au lieu de se rassembler pour soutenir Maria et sa famille, Oakville se divisa. Certains furent horrifiés par ce qui s'était passé et exigèrent que Jake soit tenu responsable. Mais d'autres, particulièrement ceux liés à la famille Morrison ou dépendants de leur influence, commencèrent à remettre en question le récit de Maria. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles elle avait provoqué Jake ou qu'elle avait mérité ce qui lui était arrivé en raison de son comportement. Le shérif Morrison, confronté à des preuves accablantes, fut finalement forcé d'arrêter son fils. Mais le processus fut entaché d'irrégularités, avec des preuves disparaissant et des témoins se rétractant sous pression. L'affaire fut finalement résolue par un accord de plaidoyer qui vit Jake admettre une agression simple en échange d'une peine réduite. Il purgea 3 ans dans une prison de sécurité minimale et fut libéré pour bonne conduite, retournant à Oakville comme si rien ne s'était passé. Pour la famille Santos, la trahison fut complète. Ils avaient cru en le système. Ils avaient fait confiance aux autorités. Et en retour, ils avaient été abandonnés, leur vie détruite pour protéger le nom d'une famille puissante. Maria ne se remettrait jamais complètement de ce qui lui était arrivé. Elle abandonna ses projets d'études universitaires, incapable de supporter l'idée de retourner dans une salle de classe après ce qu'elle avait subi. Elle trouva un travail dans une ville voisine, vivant dans l'anonymat et évitant tout contact avec son passé. Son histoire devint un rappel brutal des failles d'un système où la justice est souvent une question de qui vous connaissez, et non de ce qui est juste. À Oakville, les lumières du vendredi soir continuèrent de briller sur le terrain de football, mais pour la famille Santos, l'obscurité de cette nuit en mai 2026 ne s'effacerait jamais. Ils avaient appris la leçon la plus dure de toutes. Dans certaines villes, l'insigne ne représente pas la protection. Il représente le pouvoir. Et quand ce pouvoir est entre de mauvaises mains, les conséquences peuvent être dévastatrices.